Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition. Tout de suite, les titres. Le verdict est tombé, l'imam Dao est acquitté, une décision saluée par beaucoup de monde. Son disciple, Matar Diokhane, est quant à lui condamné à 20 ans de prison pour avoir voulu créer un califat basé en Casamance. Khalifa Sall reste en prison. C'est la décision de la Cour d'appel de Dakar et de son juge Demba Kandji. Les avocats du maire, les associations de défense des droits de l'homme et ses proches dénoncent une fois de plus un procès politique. Les collectivités locales vont mal au Sénégal. Beaucoup d'entre elles ne fonctionnent plus depuis 6 mois par manque de dotation. La Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor s'engage à trouver des solutions. Nouvelle brigade d'escadron de surveillance à Ouakam. L'inauguration a eu lieu ce matin en présence du ministre des Forces armées. Équipement de dernière génération, nouveaux bureaux, nouveaux logements. Vous découvrirez dans cette édition cette infrastructure à la pointe de la modernité. Voici pour les titres, soyez les bienvenus. Le verdict est tombé, l'imam Alioune Dao a été acquitté de tous les chefs d'inculpation par la chambre criminelle de Dakar. Après 3 ans de détention provisoire, il est en revanche condamné à 1 mois avec sursis pour détention d'armes illégales. Et comme je vous le disais, son disciple Matar Diokhane est lui condamné à 20 ans de travaux forcés pour avoir voulu créer un khalifa en Casamance. Mouhamadou Diallo. Takbir, en signe de délivrance, Imam Dao, acquitté par la chambre criminelle de Dakar. Je pense que donc, les renseignements généraux, ils savent très bien qu'il n'y a pas de disciples parmi ces co-accusés qui sortant du Dara de Imam Ali Badal. Donc il n'est pas terroriste. Pour remercier le bon Dieu d'abord. Depuis le début, nous on était conscients que l'imam est innocent. Donc ça ne nous a pas surpris. 3 ans de détention provisoire sanctionnés par un acquittement par rapport au terrorisme et 1 mois de prison avec sursis pour détention d'armes sans autorisation affligée à Imam Dao. L'indemnisation n'est pas à exclure. Aujourd'hui, je suis en mesure de dire que le mécanisme de réparation institué au niveau de la Cour suprême commence à entrer en vigueur. Dès lundi, les audiences commenceront. Donc tous ceux qui seront acquittés auront la possibilité aujourd'hui de se rapprocher de la Cour suprême. Mais pour Maître Moussa Sarr, ça n'est pas à l'ordre du jour. Imam a toujours dit, et je l'ai dit et redit, il n'a pas de rancune, il n'a pas de haine vis-à-vis de qui que ce soit. Imam pardonne tout le monde. Il a toujours considéré que ce qu'il est en train de vivre relève de la volonté divine. Et le jour où Dieu décidera d'y mettre un terme, ce sera fini. Mais ça n'est pas encore fini pour le mouvement Nitudeg. Le combat continue. Salou Ndiaye a été emprisonné 5 ans de prison et ils n'ont pas de preuve. Donc on va faire recours et le combat continue en tant qu'activiste pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait et pourquoi ils les ont emprisonnés. Par ailleurs, Matar Diokhane a écopé de 20 ans de prison, mais ses 2 épouses ont été acquittées ainsi que 13 autres prévenus. Voilà, l'imam Alioune Dao est donc acquitté par la chambre criminelle de Dakar. Une décision de justice saluée par beaucoup de Sénégalais que nos reporters Codé Ndiaye et Papa Ndiaye ont rencontrés. Notre association a toujours soutenu que l'imam Alioune Dao que nous avons connu ne va jamais entrer dans ces histoires de terrorisme. Et même si c'était le cas, il le ferait par méconnaissance. Un homme de Dieu comme Imam Alioune Dao ne va jamais cautionner des actes de terroristes. Néanmoins, nous disons Alhamdulillah. C'est une bonne nouvelle, vous venez de me l'apprendre et ça me voit droit au cœur. Donc cela démontre que nettement qu'on a la justice qu'il faut dans ce pays, mais il faut toujours laisser le temps à la justice de faire son travail. Et le calendrier humain n'est pas le calendrier de la justice. Donc cela démontre nettement qu'on a une justice dans ce pays. On a beau gesticuler, beau parler, mais le résultat est là. Donc ça me va droit au cœur et c'est un plaisir pour moi. Et un individu, tant qu'il n'est pas encore jugé, il est toujours présomption d'innocence, c'est ce qu'on dit. ñaari at yooyu mu téye ko dégg nga
Il faut penser à le dédommager car il est retenu 2 ans en prison, son image et sa réputation sont ternies avec des conditions de détention très difficiles. Il faut quand même qu'il soit dédommagé pour cela. La justice l'a acquitté, on s'en félicite et nous demandons à ce que la justice fasse de même pour beaucoup de citoyens qui sont en détention préventive. L'imam est acquitté certes, mais on constate que beaucoup de citoyens sont dans les prisons et ils attendent d'être jugés. Cela aussi, la justice doit se pencher sur ces dossiers. L'arrêt de la CEDEAO, je n'en parle plus. Ces mots sont ceux du juge de la Cour d'appel de Dakar, Demba Kandji, à propos de l'affaire Khalifa Sall. Les associations de défense des droits de l'homme ne sont plus très confiantes quant à la libération immédiate du maire de Dakar. Ils recommandent aux avocats de la défense de saisir la Cour suprême. Reportage à Diarandiaï. De la demande de libération d'office de Khalifa Sall désole au plus haut niveau les défenseurs des droits de l'homme. Pour le Forum du justiciable, la Cour a trahi l'article 55 de la Constitution du pays. J'avoue qu'aujourd'hui, il faut vraiment fermer les facultés des sciences juridiques et politiques. Il faut fermer les facs de droit. Il faut fermer les facs de droit, mais également il faut abroger notre code de procédure pénale pour ne pas dire le brûler. Pourquoi ? Parce que si aujourd'hui, au Sénégal, on se permet de poursuivre des individus, les inculper, les condamner, sans respecter les règles de procédure, nous sommes tous en danger. Seydi Gassama estime que le peuple ne fait plus confiance à la justice sénégalaise. Il y a de toute évidence une interférence politique dans cette procédure. Il y a des objectifs politiques derrière cette procédure. Et cette procédure ne peut pas s'arrêter. Ceux qui l'ont initié ne peuvent pas l'arrêter parce que leur but c'est d'empêcher Khalifa Sall de se présenter aux élections. On ne veut pas faire face à Khalifa Sall aux élections, donc il faut tout faire pour l'empêcher de se présenter. Et lorsque évidemment la politique se mêle aux affaires judiciaires, à la conduite de la justice, tous les dérives sont possibles. Les avocats doivent saisir la Cour suprême pour régler cette affaire. C'est du moins l'avis de ces défenseurs des droits de l'homme. Les avocats doivent écrire à la Cour de la CEDEAO pour leur demander de dire clairement comment ils voient justement la réparation d'une détention arbitraire. Si le juge Demba Kandji confirme la décision qui a été rendue en première instance, donc à partir de ce moment, ce que les avocats de Khalifa Sall peuvent faire, c'est de se pourvoir en cassation, c'est-à-dire saisir la Cour suprême pour que la Cour suprême également puisse se prononcer sur cette affaire-là. Mais éventuellement, ils pourront toujours continuer le combat au niveau international. Le procès du maire de Dakar poursuit son cours. Une situation qui remet en cause, selon les défenseurs des droits de l'homme, la crédibilité de la justice sénégalaise. Néanmoins, ils espèrent que les avocats de la défense vont continuer le combat. Voilà, et après le rejet de l'arrêt de la CEDEAO par Demba Kandji, Moussa Tine, conseiller du maire de Dakar, s'indigne. L'avocat de la mairie de Dakar, maître Ousseynou Gueye, invite quant à lui l'agent judiciaire de l'État à se saisir du dossier des 29 milliards de la Prodac, sujet de Kodendiaï. Le juge Demba Kandji considère que la Cour de justice de la CEDEAO n'est pas une juridiction de cassation pour connaître des affaires pénales des pays membres, un précédent dangereux selon ce proche du maire Khalifa Sall. On ne peut pas accepter de dire, écoutez, puisque en fait on a violé les droits de la défense, puisque en fait le procès n'a pas été équitable, tout ça on est d'accord, le procès n'est pas équitable, on n'a pas respecté ses droits, tout ça on est d'accord. Mais dans le cadre de la procédure, puisque maintenant on a dit qu'il y a une réparation de 35 millions, tout ce qui n'a pas été fait selon les formes de l'art, c'est-à-dire l'audition le procès verbal d'audition, le procès inéquitable, tout cela devient immédiatement régulier. Je pense qu'en réalité, c'est quelque chose qui nous interpelle, pas seulement dans le cadre du procès de Khalifa Sall, mais qui interpelle effectivement aussi tous les citoyens du Sénégal. Comme en première instance, la défense a encore soulevé l'irrecevabilité de constitution de partie civile de l'État du Sénégal. Cet avocat de la mairie de Dakar dénonce sa présence. J'en ai même profité moi personnellement
pour demander à l'agent judiciaire de l'État, au lieu de venir s'époumoner ici à essayer de recouvrer 1,8 milliard prétendument appartenir à l'État du Sénégal, dont il est prouvé que c'est les sommes qui appartiennent à la mairie de Dakar, de bien vouloir s'occuper des 29 milliards de francs qui ont été détournés dans le PRODAC, dans le programme du PRODAC. Et ça, je pense que c'est une proposition forte de l'ensemble des citoyens sénégalais. La décision de la Cour de justice de la CEDEAO ne lie pas les juridictions pénales des États membres. Selon le président de la Cour d'appel de Dakar, le dossier Khalifa Sall devra donc être redébattu devant la juridiction d'appel. Affaire Khalifa Sall toujours. Serine Mansour Djamil dénonce lui l'instrumentalisation des institutions de l'État par le président Macky Sall. Le député et marabout soutient en effet que le chef de l'État utilise les institutions à des fins politiques et entrave donc la démocratie du pays. Écoutons-le au micro de notre reporter. Déconstruit et fragiliser la démocratie dans ce pays. Simplement en instrumentalisant les institutions, en les contrôlant, d'abord l'Assemblée nationale, qui est devenue un temple des applaudissements moutonniers. Il a instrumentalisé toute l'administration. J'ai été en séminaire international sur l'indépendance de la justice, de l'administration et de l'Assemblée nationale. Quand il va dire à des gens de l'administration, au directeur de la douane, au directeur des impôts, allez faire de la politique en faveur de mon parti politique, il ne sait même pas ce qu'il est en train de faire au niveau international. Maintenant, il instrumentalise la justice et ces institutions ont perdu de leur légitimité parce qu'ils sont là pour le peuple. Voilà, et vous avez donc pu le constater, la décision du juge Demba Kandji suscite de vives polémiques depuis hier. Une décision qui déplaît à certains citoyens qui jugent eux aussi qu'il s'agit d'un procès purement politique. Yamakoli. Reste en prison, ces citoyens estiment que les droits de Khalifa sont bafoués. Monsieur Khalifa Ababakar Sall, qui vit une injustice notoire. Nous ne pouvons pas accepter ici au Sénégal, après les événements de 2012, avec 13 morts, et M. Macky Sall nous avait promis l'état de droit. Aujourd'hui, il est le premier à bafouer ses droits. Si on regarde du côté des avocats de l'État, le juge leur a donné la parole en premier. Et si c'est du côté de Khalifa Sall, le juge leur demande de se taire, ce qui n'est pas du tout normal. Le juge est du côté de l'État. Cela se voit, il n'a fait qu'exécuter ce que le gouvernement lui a demandé. Ces khalifistes se disent déçus sur ce verdict et ajoutent que cette affaire n'est plus juridique, mais plutôt politique. C'est regrettable de voir que certains juges du Sénégal ne sont que là que pour le solde du pouvoir. Nous sommes membres de la CEDEAO et si la juridiction communautaire donne des instructions, on doit les exécuter. C'est cela qui est normal. Une décision qui déplaise ces citoyens qui avaient une forte conviction que Khalifa allait sortir de prison, étant donné que le Sénégal est membre de la CEDEAO. Par conséquent, ces juges pouvaient appliquer la décision de la CEDEAO. Ainsi, il affirme qu'ils n'ont plus aucune lueur d'espoir sur ce procès. Voilà donc pour les derniers rebondissements de ce chapitre judiciaire. Et tout autre sujet maintenant, le saccage de la permanence de l'APR à Mbao hier après-midi. Les incidents ont fait un blessé et plusieurs dégâts matériels. Les partisans du maire de Mbao, Abdoulaye Pouy, sont au banc des accusés, mais les raisons de ce saccage sont pour le moment inconnues. Écoutons à ce propos Eliman Sek, responsable APR à Mbao, au micro d'Abdoulaye Wadjanga. Tous les mercredis, les femmes qui soutiennent Abdou Karim se retrouvent ici pour faire le Djamra. Tous les mercredis, nous avons des réunions. Ensuite, on devait rencontrer, on avait convoqué tous les anciens du parti, tous les jeunes et femmes du parti, pour préparer la mobilisation, pour accueillir le président de la République samedi pour l'inauguration de l'arène. Ils ont fait un semblant de point de presse. Ils ont évacué tous les anciens et toutes les vieilles femmes qui étaient avec eux. Ils ont laissé des jeunes irresponsables qui nous ont attaqués en coups de pierre. Ils ont balancé des pierres, ils ont balancé des bombes fumogènes, ils ont poursuivi nos braves femmes jusqu'à l'intérieur du siège. Ils en ont blessé pas mal. Ils ont détruit
toute la façade principale de notre siège. Mais là, cette semaine, nous avons décidé d'aller montrer aux populations ce que le président a fait pour la commune de Mbao. Et c'est ce qui a certainement dérangé le maire et ses acolytes. C'est de la provocation pure et simple. Et c'est une façon pour eux de nous intimider. Ils se trompent. Le combat, nous avons compris qu'il n'est pas au tribunal, qu'il ne sera pas dans les salons. Le combat sera sur le terrain. Nous allons porter plainte. Mais la plus grande plainte, vous savez, c'est laquelle? Abdou Karim continuera à être aux côtés des populations de la commune d'Mbao. Ce sera ça notre réponse. Si c'est qui les empêche de dormir, ils ne dormiront plus de toute leur vie. La Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor a tenu une rencontre de travail avec les collectivités locales. Objectif, trouver des solutions aux nombreuses difficultés auxquelles font face les collectivités locales, car beaucoup d'entre elles n'ont pas fonctionné depuis 6 mois, car elles n'ont pas reçu de fonds de dotation. Compte rendu Ndeye Fatimlo. La réforme de la politique de décentralisation, au-delà des changements institutionnels, devrait permettre de doter les collectivités territoriales des ressources financières et fiscales nécessaires à la prise en charge du développement local. Cependant, si l'on se fie au secrétaire général de l'Association des maires du Sénégal, les fonds de dotation, les patentes entre autres, posent problème aux collectivités. Il y a des collectivités qui n'ont exclusivement de ressources que des fonds de dotation et de fonds de concours. Et c'est la triste réalité. Vous conviendrez avec moi que rester 6 mois sans pouvoir payer des salaires, sans pouvoir même acheter un carburant pour ce véhicule en tant que maire ou élu, c'est extrêmement difficile. Dieu merci, beaucoup d'élus aujourd'hui ont d'autres responsabilités, ont d'autres fonctions qui leur permettent de faire fonctionner leurs exécutifs à partir de leurs propres moyens. Pour y remédier, des dispositifs ont été mis en place. Toutefois, ils accusent un retard. Au niveau des transferts, avec la signature du décret 2018-1250 du 6 juillet 2018, fixant les modalités d'allocation et les critères de répartition des fonds d'équipement des collectivités territoriales, le chef de l'État réaffirme sa volonté de promouvoir les principes d'équité, de solidarité et de coopération territoriale nécessaires à la prévisibilité et à la bonne allocation de ces transferts aux collectivités territoriales. Au plan de la fiscalité locale, la réforme de la patente, matérialisée par la loi 2018-10 du 30 mars 2018, doit permettre, avec le changement de base de calcul de l'assiette de ce nouvel impôt, la contribution économique locale donc, une allocation plus équilibrée des ressources aux collectivités territoriales. Cette rencontre, initiée par la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor, s'inscrit dans la logique de mettre au centre des préoccupations de l'administration du Trésor leurs relations avec les collectivités territoriales afin de mieux renforcer cette collaboration. La mobilisation des ressources locales à travers la compétence de recouvrement des impôts locaux, droits et taxes au profit des collectivités territoriales devra être au cœur des points d'attention et à ce titre, toutes les dispositions sont en train d'être prises pour permettre aux collectivités territoriales de disposer de ressources suffisantes pour mener à bien leur mission. La politique de décentralisation ambitionne un développement équilibré et des pôles économiques viables afin de booster les potentiels de développement des collectivités. Les recommandations issues de cette rencontre comptent dessiner les contours de ce qui devra renforcer les relations entre le ministère de l'économie et des finances et les collectivités territoriales. Voilà, et si les collectivités locales vont mal, le ministre des collectivités territoriales a lui tenu un atelier afin de rendre compte des expérimentations qui ont été menées avec 3 collectivités pilotes, des expérimentations qui concernent entre autres l'identification et la cartographie des risques que courent les dites collectivités. Et à cette occasion, l'inspecteur des collectivités territoriales s'est exprimé sur le conflit qui oppose le maire de Grand Yoff au préfet de Dakar. Reportage Erwan Le Bihan. Cette nouvelle approche s'inscrit plus largement dans le processus de l'acte 3 de la décentralisation. Il y a des risques inhérents. Vous pouvez arriver en retard, il y a les embouteillages, vous pouvez, on ne souhaite pas faire un accident, on ne le souhaite pas, mais tout ça c'est des risques. Maintenant, la cartographie permet de les identifier, de regarder la probabilité et de prévoir des dispositions de contrôle interne pour atténuer ou éviter ces risques-là. Ces expérimentations
dans 2 communes et un département, ont pour finalité, à terme, de s'étendre afin de généraliser l'analyse des risques à l'ensemble des collectivités territoriales. Mais nous avons fait un travail consensuel participatif avec les autorités locales. Nous avons demandé d'identifier 10 risques majeurs, 10 risques qu'ils considèrent comme majeurs. Une fois ces 10 risques identifiés, nous les avons cartographiés, nous les avons cotés, nous les avons notés et nous avons proposé un plan de mitigation des risques-là. Interrogé sur le conflit de compétences qui oppose durement le maire de Grand Yoff au préfet de Dakar, l'inspecteur général des collectivités territoriales s'est bien gardé de trancher le différend, soulignant toutefois que le maire outrepasse son domaine de compétences concernant les nominations. Il y a quelquefois des erreurs d'appréciation des maires qui pensent que puisque ces hôpitaux sont dans le périmètre communal, c'est un peu ça, c'est des erreurs d'appréciation, mais nous sommes en train de parler avec ces autorités locales pour leur expliquer un peu, parce que le niveau 3 quand même relève du ministère de la Santé. Par conséquent, c'est un moment charnière que traverse le Sénégal dans son processus de décentralisation qui, à n'en point douter, engendrera de nouveaux conflits de compétences entre les divers acteurs impliqués dans la gouvernance locale. Concertation sur la grande distribution et le commerce de proximité suite au scandale Auchan. L'État va encadrer l'implantation des grandes surfaces. Une décision qui satisfait en tout cas l'activiste Guy Marius Sagna du mouvement Frappe France Dégage qui plaide pour une revalorisation du statut des commerçants. Le voici donc au micro de Djibissar Diony. En fait, critiquer l'irresponsabilité du gouvernement du Sénégal à travers le ministère du Commerce. Parce que comment est-ce qu'il peut y avoir une grande enseigne internationale comme Auchan, être ici depuis 2012 et ce n'est que maintenant que vous convoquez une réunion? C'est tout simplement irresponsable. Deuxièmement, le gouvernement propose un décret pour organiser, d'accord, le vide juridique qui a permis, d'accord, aux grandes surfaces de s'engouffrer, notamment Auchan, de s'y engouffrer pour, en fait, mais cannibaliser les détaillants, les demi-grossistes et les grossistes. Pour éviter la cannibalisation des commerçants, des détaillants, des demi-grossistes, pour nous, c'est une deuxième victoire. Maintenant, il s'agit aujourd'hui, pour les différents acteurs nationaux, pour les commerçants, de se battre pour que ces assises de la distribution soient démocratique, inclusive, participative, mais également que ce décret-là et l'arrêté qui va en fait s'en suivre soit un décret qui prenne en charge totalement, pleinement les intérêts de ce pays, car comme le dit en fait la sagesse populaire nationale, Tomireu, Moy Tabakreu. La Société sénégalaise de dermatologie SOCEDERM a tenu son premier congrès ce jeudi, un congrès qui va entre autres permettre d'aborder les différents aspects liés aux maladies systématiques en Afrique et il s'agira aussi de discuter de la prise en charge des maladies dermatologiques qui coûtent très cher. Pour plus de détails, écoutons donc le docteur Boubacar Diatta, dermatologue et trésorier de la SOCEDERM au micro d'Eladji Moussabey. Chirurgie phare qui a beaucoup de volets, un volet scientifique où on parle quand même des maladies de système en Afrique où la prise en charge des maladies chroniques pose le plus souvent le problème puisque c'est un problème de santé publique, il y a énormément de malades, il y a énormément également de complications et la prise en charge également a un coût qui est assez élevé. Donc il s'agit à travers ce congrès de pouvoir élaguer tous les différents aspects sur les maladies systémiques et de discuter entre les spécialistes également des stratégies de la prise en charge thérapeutique et de faire le point sur non seulement l'actualité mais également notre façon de faire, notre façon de travailler et ce qu'on vit tous les jours en fait. Donc il s'agit vraiment de pouvoir réunir tous les dermatologues de la sous-région mais également des Sénégalais et des intervenants de l'extérieur. Colère des pêcheurs de Saint-Louis contre le chef de l'État. Il lui reproche de ne pas les avoir pris en compte dans la consultation nationale sur la gestion du pétrole et du gaz. Le réseau des parlementaires pour la bonne gouvernance souhaite corriger la donne en intégrant leurs doléances dans les amendements. Sujet signé Gambi Diagne. Le réseau des parlementaires pour la bonne gouvernance des ressources minières et la section de Saint-Louis de la coalition Publiez ce que vous payez ont invité les pêcheurs de la vieille ville à échanger autour de la question de l'exploitation du gaz offshore. C'est que les pêcheurs ne sont pas impliqués. Ils n'étaient même pas à la concertation que le président a initiée. Et je dois dire que les pêcheurs à plusieurs niveaux doivent être impliqués. D'abord, pour mieux connaître la ressource marine, ce qu'on appelle la faune.
marine dans les zones qui vont être impactées, où il y aura la plateforme. Ils nous ont dit qu'ils avaient une connaissance intime, séculaire, des différentes zones. Et cela doit être intégré dans l'étude environnementale. Mais également, il y a des pertes qui certainement vont se manifester. On parle de 35% de la ressource qui peut être perdue. Il faut vérifier tout cela. Et en conséquence, il y a des impacts, en tout cas sur l'activité de pêche, qui est l'activité centrale et principale et même culturelle, je dois dire, de la langue de Barbarie avec Guet-Ndar. Les pêcheurs demandent une indemnisation pour le chômage technique dû à la transhumance des poissons. Ils exigent enfin qu'un fonds souverain soit créé pour réinvestir dans le secteur une fois finie la période d'exploitation du gaz offshore. Voilà, et quittons Saint-Louis pour revenir à Dakar. Je vous le disais en titre, la commune de Ouakam se dote d'une nouvelle brigade d'escadron de surveillance. L'infrastructure a été inaugurée ce matin en présence du ministre des Forces armées et du haut commandant de la gendarmerie nationale. Sujet signé Eladji Moussa Bey. Commandant l'ensemble, à vos ordres, monsieur le ministre. Le nouveau joyau est doté d'un bâtiment administratif entièrement équipé et des bâtiments annexes de logement. La nouvelle brigade et escadron de surveillance de Dakar vient ainsi donner corps aux valeurs de la gendarmerie et entend consolider la vie en communauté. C'est un bâtiment fonctionnel. Bâtiment fonctionnel dans lequel vous trouvez tous les outils modernes qui permettent, n'est-ce pas, aux gendarmes de travailler dans les meilleures conditions. Et ça, c'est de la volonté donc de Monsieur le Président de la République, ils nous ont présenté tantôt donc les outils de travail, mais nous avons vu aussi l'équipement, que ce soit les véhicules, que ce soit tous les équipements qui accompagnent aussi donc ces gendarmes. Une visite guidée de l'infrastructure a permis de prendre connaissance du dispositif d'équipement moderne. Salle de réunion et d'audition, bureau, vestiaire, entre autres. Un cadre idéal qui vient ainsi renforcer la mission de la gendarmerie dans la commune de Ouakam et environ. Le maire de la localité s'en réjouit. Le fait de venir peupler notre commune, qui est aussi un grand honneur pour nous, qui fait que la population de Ouakam s'est explosée sur un boom démographique. Donc ce bâtiment vient à son heure. Il y avait un petit bâtiment, maintenant c'est un escadron plus une brigade de la gendarmerie, avec les outils les plus modernes et un personnel qualifié. La construction et rénovation des brigades ainsi que la mise en place d'escadrons de surveillance s'inscrivent dans un processus progressif, annonce le ministre des Forces armées. Nous avons fait Kafrine, nous avons inauguré Bambey, nous avons inauguré jusque dans le nord. Donc aujourd'hui, je pense que les inaugurations sont en train de se faire, que ce soit des brigades, que ce soit des compagnies, mais aussi il y a des commissariats naturellement parce que c'est l'ensemble des services de sécurité.